Oui, bonjour. Nous vous proposons ce soir de regarder ensemble la traversée d'un graphe avec des millions de relations dans le but d'enrichir un RAG. Donc, je suis Yvan Monnier de Chaps Vision. Et je suis Louis Jourdain de Chape Vision aussi. Voilà. Donc, la traversée d'un graphe avec des millions de relations pour améliorer un graphe. Donc, voilà un beau graphe. Hop. Donc, rapidement, l'agenda de la réunion. Donc, qu'est-ce que c'est que le groupe Chavision en 5 minutes? L'architecture du RAG, pour rappeler ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un RAG, pour pas qu'ils s'ennuient trop pendant, pendant le talk. Donc, l'intérêt de traverser un graphe avec, et de le faire surtout avec élastique. Et ensuite, qu'est-ce que ça apporte et quels sont les next steps que l'on peut en tirer. Voilà, donc le groupe Chaque Vision, donc c'est un groupe qui a été créé en 2019, qui est par build-up, c'est-à-dire qu'il agrège des startups qui ont chacune un savoir-faire dans le domaine. Donc nous avons été pour notre part Quam, en haut de l'avant-dernière colonne, en 2023, et nous allons vers l'année 2024. Voilà. Il y a 1000 personnes, il y a 200 K euros de chiffre d'affaires, à peu près. 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, pardon. Voilà, excusez-moi. L'architecture RAG classique. Donc je rappelle ce que ça veut dire RAG. Donc RAG, ça veut dire Retrieval Augmented Generation. Donc Retrieval, on va rechercher des bribes de texte dans un corpus qui est chez vous, chez Elastic. On l'augmente en fait avec un prompt, c'est-à-dire qu'on envoie tout ça à un prompt, avec un prompt, et on génère une réponse qui est synthétisée. Voilà. Donc la difficulté, c'est que sur le chemin, il y a un LLM. En résumé, donc on part de la gauche qui est la user query, on va vers la droite qui est la réponse finale. Au milieu, on commence par faire marcher le retriever qui a deux fonctions. Il utilise deux stratégies de recherche, une stratégie TF, IDF, BM25 que tout le monde connaît, je pense, et une stratégie qui existe depuis la 7, voilà, qui est la recherche par vecteur, donc par embedding, qui est, on le verra, comment elle fonctionne. Ensuite, ces deux résultats de recherche sont ramenés dans un re-ranker qui va prendre les meilleurs d'entre eux en recomparant avec la réponse, la question initiale. Tout ça, on prend ensuite jusqu'où on peut descendre avec tous les bouts qu'on a ramenés avec la taille du prompt plus le prompt qu'on lui rajoute. Voilà. On envoie tout ça au LLM et le LLM, le miracle se produit, nous produit une réponse finale. Voilà. Donc, les embeddings, c'est une invention qui est très ancienne, sauf qu'il y a un type chez Google qui s'appelle Monsieur Mikolov, qui, aux environs de 2019, a publié un papier où, en fait, l'idée qui est vieille, assez vieille, c'est d'encoder les mots d'une phrase, voilà, dans un vecteur, et ensuite de dire est-ce que si mes vecteurs sont parallèles, est-ce que les phrases sont de même sens, voilà. Et donc, M. Mikolov a donné une méthode, qui est en fait celle des transformers, pour arriver à fournir des vecteurs qui font que s'ils sont parallèles, ils sont de même sens. Donc c'est des gros vecteurs, hein, généralement 1024 dimensions. Et donc, s'ils arrivent à être de même sens dans un espace de 1024 dimensions, c'est qu'ils portent le même sens. Donc, en fait, associé à ça, eh ben, c'est d'encoder des phrases de plus en plus grosses dans les vecteurs, avec des vecteurs de plus en plus performants. Et donc, ça s'appelle le chunking. Elastic travaille beaucoup à faire des solutions élégantes et performantes pour faire ça. Donc, en fait, vous prenez des documents qui sont généralement soit du Office, soit du PDF, soit des images, voilà. Mais également son, vidéo, images. Ensuite, on découpe ça différents modèles, soit à la phrase, soit récursif, soit en utilisant la structuration du document. Et on encode ça dans des embeddings. Voilà. Donc, on projette en fait un texte qu'un humain peut comprendre dans ce qu'on appelle un espace vectoriel, donc voilà, qui s'appelle l'espace latent.
Voilà. Et Elasticsearch, c'est comme un poisson dans l'eau dans cet espace latent. Et il vous retrouve en 2-2 n'importe quel vecteur qu'on lui donne. Voilà. Donc, quand on pose le RAG, on pose une question en langage naturel. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une recherche classique qui donne une série de documents. On fait une recherche en similaire, en encode, et on regarde tous les vecteurs qui sont parallèles à celui-là, qui ont déjà été encodés. Et donc, on a 2 paquets de documents qu'on envoie au re-ranker, puis au LLM, et puis on obtient notre réponse. Voilà, donc je vais vous montrer un exemple de ce que ça donne. Voilà, donc c'est en fait, c'est pour vous montrer. J'ai donc le Mali, c'était des piges presse, des journaux télévisés, des vidéos, des piges radio, des extraits de journaux sur le Mali. Donc il y en a à peu près 80 000. Voilà, 80 000 documents. On fait passer du NLP dessus, donc du NER, ce qu'on appelle Name Entity Recognition, donc il reconnaît les organisations, les lieux, les moyens, les risques, et ainsi de suite. Voilà, il a un premier niveau de relation qui est le niveau de relation de co-occurrence, voilà. Mais il a également un deuxième niveau de relation, ok, qui est ici, représenté, où ce sont des relations, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, j'ai la relation par exemple tuer, donc pas très engageant, mais j'ai la relation un peu plus joyeuse comme attaquer par exemple, voilà. Donc en fait, c'est que ce sont des relations en fait, qui sont de sémantiques avec un verbe transitif. Et donc, je peux établir qu'un sujet est en relation avec son complément, parce qu'il y a un verbe transitif entre les deux. Donc, des relations, on en a. Voilà. Vous avez vu, on en a 1 300 000. Voilà, tout ça, c'est fait avec Elastic. Hein, ça marche avec Elastic dessous. Donc, ça marche très bien. On arrive très bien à se débrouiller. L'idée, on va le voir, c'est que comment on va pouvoir utiliser ça pour avancer dans notre affaire. Alors, je vais reprendre le fil de mon affaire. Les chunks, c'est très bien, c'est merveilleux, mais ils ont une faiblesse. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que cette faiblesse du RAG à base de chunks? Donc, si vous avez fait du RAG, vous allez vite vous rendre compte que, eh ben, quand 2 entités sont citées dans votre question, vous voulez une relation avec les deux, eh bien, s'il n'y a pas un chunk qui existe, vous n'arriverez pas à le trouver. Voilà, c'est-à-dire que vous allez trouver des chunks sur le début, vous allez trouver les chunks sur la fin, mais vous n'avez pas trouvé un moyen de relier les deux, puisqu'il n'y a pas de chunk qui établisse cette relation. Et plus gravement, c'est au final, souvent la sanction, c'est que votre RAG vous dit je ne sais pas répondre à votre question, voilà, donc, qui nous énerve tous. Donc, Du coup, je vais laisser parler. Du coup, on se dit que, alors qu'on dispose d'un merveilleux index avec plus d'1 million de relations, est-ce qu'on ne pourrait pas s'en servir pour recréer le lien entre les entités lorsqu'il est absent des documents? Parce que on a vu donc le RAG sur document, maintenant tout le monde est capable de le faire en 100 lignes de code, mais il a la faiblesse, c'est que on ne peut voir que K documents avec la limite de la taille de contexte des LLM, et le LLM est myope face au simple contenu de ces documents. Alors, c'est pour ça que de plus en plus de personnes ces 6 derniers mois ont eu l'idée d'utiliser la puissance des graphes de connaissances et des connexions qu'ils créent entre les entités pour dépasser cela. Ça a la promesse séduisante de pouvoir utiliser les propriétés mathématiques des graphes, notamment la recherche de plus courts chemins, pour y parvenir. Mais même si faire un RAG sur un graphe semble intuitif, au final, l'implémentation n'est pas triviale du tout. Comment on récupère et qu'est-ce qu'on doit récupérer? Comment on doit le fournir au LLM pour avoir une réponse satisfaisante? Plusieurs approches ont été tentées. La première est d'extraire des nœuds et des relations d'un graphe stocké. L'idée est très similaire à celle du chunking. C'est que de même qu'on a Word2Vec, on a aussi Node2Vec, et on peut convertir un nœud
en vecteur. Donc si on prend par exemple ce nœud, Rachida Dati, on convertit ce nœud en un vecteur spécifique, on convertit la query de l'utilisateur en un vecteur spécifique, on fait pareil une recherche de similarité, ce qui permet d'extraire un sous-ensemble de nœuds et de relations, mais qui ne forment pas forcément un ensemble cohérent. Cette approche permet de requêter un graphe, mais le problème, c'est qu'elle n'utilise pas les propriétés mathématiques spécifiques des graphes. Ça revient au final juste à utiliser un RAG classique sans véritable plus-value, sauf qu'on requête des nœuds et pas des chunks. L'autre idée est d'extraire des sous-graphes cohérents. Et il y a plusieurs manières de les construire. Certains, comme Microsoft, le font en pré-processing par un travail lourd de clustering, mais l'autre approche qui est devenue populaire consiste à adapter les méthodes de text-to-SQL pour transformer la query de l'utilisateur en une query adaptée sur un index de type base de données, base graph. Ça implique donc d'avoir stocké toutes ces données sur une base graph spécifique. Donc par exemple, si on demande quel est le lien entre Rachida Dati et Nancy Pelosi, on peut transformer avec un LLM cette requête en une requête Cypher si on est chez Neo4j et on exécute cette requête dans la base graph pour en extraire un sous-graphe cohérent. Les avantages de ces deux méthodes est qu'elles utilisent vraiment les propriétés spécifiques des graphes comme les plus courts chemins et la proximité, mais ça nécessite des étapes de formatage qui sont très coûteux ou d'avoir des données fortement structurées, ce qui limite rapidement les cas d'usage. Donc, le problème étant de relier Rachida Dati et peut-elle connaître Nancy Pelosi. Bon, alors, rêvez pas, le chunk disant qu'elles sont copines et qu'elles prennent le thé tous les jours, tous les mercredis, n'existe pas. Donc, en fait, l'idée, c'est de partir dans le graphe avec un bout de Rachida Dati, où on essaie d'arriver jusqu'à Nancy Pelosi, de faire des hops avec toutes les relations qu'on trouve et de prendre toutes les phrases qu'on trouve sur le chemin et d'en constituer des chunks qu'on va envoyer au même titre que les autres éléments dans le re-ranker. Voilà. Donc les graphes avec Elastic. Voilà. Donc, alors Elastic nous a jamais déçus. Donc, jamais le jamais. Donc, quand on a un problème, vers qui on se tourne? Vers Elastic. Voilà. Donc, si on résume tout ce qu'Elastic sait faire, voilà, il sait faire du filtrage là, depuis la nuit des temps. Est-ce que champ valeur ou champ valeur et champ valeur ou champ valeur et champ valeur? Pas de problème. Les agrégations, ça a été refondu dès la version 6 ou même 5, je crois. Voilà, c'était déjà, on est passé des facettes aux agrégations, c'est juste une merveille, on peut filtrer dans tous les sens. On fait des agrégations à 2 niveaux, 3 niveaux, 4 niveaux, sans aucun problème. La recherche plein texte, ça a l'air de rien, mais nombre de bases de vecteurs qui ne proposent pas la recherche plein texte, et puis les problèmes commencent dès que vous voulez faire une recherche toute bête, voilà. La recherche géoloc, vous pouvez chercher des polygones, toutes sortes de trucs. Voilà, c'est très facile de rechercher des aires géographiques dans Elastic. La recherche vectorielle depuis la version 7, qui maintenant est inclus dans la booléenne et qui en plus a un score qui est comparable, similarité avec le score qu'on avait avec le BM25. Ça, c'est d'une puissance de dingue. Voilà. Et il reste les traversées de graphes, voilà. Bon, et là, ça pêche un peu. Bon, le problème, je vais me dire, je vais prendre, allez, 2 moteurs, on va prendre 2 moteurs, allez, on va prendre un autre moteur. Alors, le problème de l'autre moteur, c'est qu'il faut commencer par le synchroniser. Donc, déjà, ça a un coût de process de dingue. Et puis, c'est juste l'enfer, parce que vos synchroniseurs tombent, les trucs tombent, et vous vous demandez pourquoi, vous mettez des heures à chercher pourquoi. Le problème, il y a un rapport de 1 à 10 en performance, c'est-à-dire vous allez introduire dans votre bergerie un truc qui va 10 fois moins vite, en fait. Et la deuxième chose, c'est que, dernière chose, c'est que, il y a du Triple Store, il y a du SparkQL, il y a du RDF, et on n'a aucune envie d'y aller, quoi, voilà. Donc, en 2 termes, comment se débrouiller sans ça? Donc, pour nous aider, il y a 2 constats, en fait. Le premier constat, qui est de dire que
Un utilisateur n'appréhende que ce qu'il visualise. Les graphes, c'est compliqué à comprendre, c'est compliqué à modéliser. Voilà. Donc si votre utilisateur ne voit même pas ce quoi dont vous lui parlez, il ne va pas y arriver. Donc si vous nous présentez le graphe de droite, voilà, avec des milliers et des milliers de relations, en lui disant j'ai trouvé quelque chose là-dedans, il ne va pas y arriver. Donc il faut lui présenter quelque chose qu'il peut visualiser. Donc ça ne sert à rien de faire des calculs sur une masse obscure et incompréhensible, mais plutôt de travailler sur ce que voit votre utilisateur. Donc l'idée, c'est de dire, est-ce que, au lieu d'avoir un truc, je travaille sur l'intégralité du graphe, est-ce que mon gentil élastique ne serait pas en mesure de me sortir ce graphe-là, et une fois que mon graphe est sorti, il est suffisamment réduit pour que je puisse travailler en mémoire. Voilà, donc comme j'ai les gros serveurs, il n'y a pas de problème. Je peux travailler en mémoire, et il y a toutes les librairies Python du monde pour faire tout ce qu'on veut sur les graphes. Donc, je vais vous montrer comment c'est fait. Donc, pour ça, l'implémentation est assez simple. Voilà. Donc, par exemple, ici, je vais faire une requête. Donc, c'est un index qui va stocker toutes mes relations. Donc, je vais lui demander d'abord de faire une recherche bête des relations qui commencent par Édouard Philippe. Voilà, donc mes relations d'Édouard Philippe. En fait, j'ai, en grosso modo, 3 groupes. J'ai les propriétés de la source, les propriétés de la destination et les propriétés de la relation. Voilà, donc par exemple, il m'a trouvé ici une relation de job title que ce monsieur Édouard Philippe était député maire. Voilà. Okay. Donc, j'ai comme ça vous avez vu, hein, j'en ai 1,5 million de relations avec la phrase qui a établi la relation. Et j'ai un gentil embedding qui me permet éventuellement de faire des embeddings sur les phrases. Ok ? Voilà. Mais pour ça, en fait, ce n'est pas très manipulable parce que si je veux établir s'il y a des relations, je n'ai juste besoin de savoir que c'est relié, en fait. Donc, l'idée, c'est de dire, je vais prendre ici une agrégation de relations. Voilà. Donc, je vais lui demander toutes les relations qui partent d'Édouard Philippe et avec quoi il est relié. Et donc, en fait, par exemple, Premier ministre, j'en ai 100 qui vont me dire qu'il est Premier ministre. Peut-être pas la peine, donc je vais mettre une seule relation qui a un poids de 100. Voilà. Et donc, voilà, ici, en faisant une simple agrégation toute bête à 2 niveaux, en fait, qui est ici à gauche, vous allez avoir, ici, j'ai 109 qui me disent qu'il est Premier ministre, il y en a 6 qui est en relation avec les ministères des Armées, 5 qui a débloqué une aide financière. Je n'ai pas besoin de savoir de quoi, alors pourquoi il est en relation. J'ai oublié le verbe, j'ai juste besoin de savoir que le nœud est la destination et qu'il y a un poids entre les deux. Voilà. Donc, une fois que ça est établi, je peux ici établir un lien entre les deux. Alors comment je fais ? Je prends la source, Nancy, je vais voir Rachida, je pars de Rachida, je pars de l'autre, et je fais « sors-moi tout ce que tu as ». J'ai des relations. Tu as réussi à établir un lien ? Oui, non. Je continue. Et puis tu as établi un lien, je continue. Voilà. Bon, vous allez vous dire, ils seront dingues, ils vont jamais y arriver. Bon. Alors en fait, on fait ça plusieurs fois, donc vous voyez, on peut avoir combien de couches ? Le problème, c'est combien de fois je vais oublier ça, puis c'est exponentiel à chaque fois, donc combien de fois je vais y arriver ? Alors il y a 2 types qui ont travaillé sur le sujet. Le premier, c'est le hongrois dont on ne peut pas prononcer le nom. Donc le hongrois ne peut pas prononcer le nom. Il vous dit que vous prenez n'importe quel type dans le monde, le type qui est en train de gravir sa montagne au Népal, vous êtes à 6 poignées de main de ce type-là. Voilà. C'est-à-dire, vous connaissez un type, qui connaît un type, 6 fois maximum pour arriver à ce type-là. N'importe qui dans le monde. La théorie a été établie. Voilà. Alors, pour vous aider à comprendre, voilà, il y a Kevin Bacon. Voilà. Kevin Bacon, c'est un truc de daron et un acteur de mon âge. Donc en fait,
C'est un acteur des années 90-2000 qu'on voyait absolument partout dans tous les films. Il jouait le bon, il jouait le méchant, il jouait le bon copain, il jouait le tueur en série, il jouait l'amant, il a même fait le chef-d'œuvre du nanar qui s'appelle Footloose, voilà, que peut-être certains d'entre vous ont vu. Voilà, donc en fait, il est partout. Donc au point qu'il y avait un jeu qui s'appelait le Kevin Bacon Level, où on prenait n'importe acteur américain, voilà, et on lui demandait, on essayait de deviner, il a joué avec lui ou avec elle, il a joué avec elle, et il a joué avec Kevin Bacon. Voilà. Donc, ça montrait un environnement contraint, et en fait, dès que c'est un tant soit peu contraint, vous êtes à 5 maximum, ok, donc là c'est le cinéma, vous êtes à moins de 5, et 80% des hops sont à moins de 3 hops, c'est-à-dire que 80% des relations sont à moins de 3 hops, même 85, 80, une énorme proportion. Donc en fait, on peut y arriver. Donc, c'est possible. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Et là, vous vous dites, maintenant qu'on a réussi à générer comme ça un graphe qui renie nos deux amis, Rachida et Nancy, comment on va donner ça à manger à notre LLM pour produire une réponse cohérente? On va donc voir quel est notre processus général pour générer les graphes de connaissances à la volée par requêtage de l'index des relations. Donc on commence en fait tout d'abord pour construire le graphe par repérer les entités nommées qui sont présentes dans la question de l'utilisateur avec un système de nerfs maison. Ça peut être des personnes, objets, organisations, mais aussi des concepts informés par des ontologies métiers. Une fois qu'on a repéré les entités d'intérêt, on les connecte ensemble, comme Yvan vous l'a expliqué. Donc, en requêtant plusieurs fois l'index des relations, on a généré un graphe de connaissances à la volée, mais qui contient déjà, à cause des plops successifs, quelques centaines de nœuds et de relations, ce qui est trop lourd pour être donné en contexte à un LLM. Il va donc falloir simplifier tout ça. La première étape de simplification consiste à utiliser un vieil algorithme sur les graphes qui est la recherche de plus courts chemins entre les entités d'intérêt, comme vous le voyez à gauche. Le problème, c'est que dans la plupart du temps, dès qu'on a plus de 2 ou 3 chemins, plus courts chemins entre les entités, on se retrouve avec des cycles et qu'on peut avoir une quinzaine de plus courts chemins qui sont très redondants. On a donc élaboré un autre algorithme qui limite le nombre de plus courts chemins tout en conservant un maximum de diversité entre les entités traversées par ces plus courts chemins. On arrive donc à un graphe qui est beaucoup plus lisible et identifie des chemins sémantiques clairs entre nos entités d'intérêt. Reste maintenant à fournir cela en contexte à OLLM. Pour cela, donc, on va créer des pseudo-documents de deux manières. On a appelé cette étape donc la linéarisation du graphe. Tout d'abord, on va sélectionner pour chacune des entités de la question de l'utilisateur un certain nombre, bon pour l'instant 50, des relations les plus pertinentes par rapport à la query de l'utilisateur. Et on fait ça avec une requête KNN qui contient l'embedding de la query de l'utilisateur par rapport à l'embedding des phrases de texte qui attestent des relations. Donc on en sélecte une cinquantaine maximum par entité, et ensuite on sélectionne chacun des chemins minimaux obtenus par l'algorithme précédent et on les linéarise, c'est-à-dire qu'on met bout à bout chaque relation qui construit le chemin. Et ce qui nous donne, pour le cas qui nous intéressait, la linéarisation suivante. On commence par construire un pseudo-document qui représente le plus court chemin entre les deux entités. Rachida Dati a été candidat, François Hollande a été candidat, Ansar-Dine est en relation avec François Hollande, Ansar-Dine était un représentant, Nancy Pelosi est un représentant. Donc on a comme ça, on aligne les phrases de texte qui attestent de ces relations-là pour avoir un premier pseudo-document. Et ensuite, pour chacune des deux femmes, on crée aussi un pseudo-document avec les relations les plus pertinentes par rapport à la question.
On se retrouve donc en fait avec un système compliqué d'interaction avec Elastic, mais qui du coup est très efficace en termes de temps. Le fait d'avoir une triple indexation avec un index de documents pour le RAG classique par chunk, un index de relations pour requêter les phrases liées aux relations, un index de relations agrégées qui permet de faire des requêtes très rapides pour faire les plops et s'assurer que des connexions existent, on arrive à un temps de réponse qui est inférieur à celui du RAG sur chunk avec cette approche par graphe, parce qu'on a généré ce graphe de connaissances à la volée par requêtage parallélisé à Elastic. Ce qui nous donne au final une architecture RAG beaucoup plus complexe qui combine le meilleur de tous les mondes. Le pipeline de RAG sur document, l'expansion de requêtes sur lequel on n'a pas eu le temps de venir, et aussi la recherche sur graphe. Tout ça est béné au LLM pour fournir la meilleure réponse possible. Quelques résultats. Alors que le RAG classique échouait lamentablement à établir quelconque connexion entre Rachida Dati et Nancy Pelosi, le RAG sur graphe a trouvé un chemin et quelques relations. Et même s'il répond que le lien entre les deux femmes n'est pas pertinent, outre que ce sont deux personnages politiques importants, il a au moins procédé à un raisonnement et fourni une réponse argumentée. On peut penser que c'est beaucoup de bruit et d'efforts pour rien, mais même sur des questions basiques sur lesquelles le RAG sur document fonctionne très bien, il y a une plus-value à l'approche graphe. Si on pose par exemple sur notre corpus sur le Mali la question qui est Assimi Goïta, tous les chunks retrouvés par le RAG classique vont sortir la même information qui est la plus saillante. Assimi Goïta est le chef de la junte militaire au Mali. C'est le chef de la junte militaire. C'est le chef de la junte militaire. Vous allez trouver énormément de redondance dans tous vos chunks. Alors que utiliser l'approche graphe encourage la diversité des relations, ce qui va permettre d'avoir une réponse qui va explorer plusieurs dimensions de la question et pas juste se focaliser sur un point. Donc de même résultat sur Rachida Dati, vous voyez que la réponse sur graphe est 2 fois plus développée que la réponse sur document classique. La recherche sur graphe permet donc d'être exhaustif, notamment sur des questions qui demandent d'identifier des acteurs, d'identifier des relations ou des rôles. Si par exemple je pose la question qui a utilisé des engins explosifs improvisés et contre qui, soit exhaustif, alors que le RAG classique trouvait environ 5 réponses dans les victimes comme dans les attaquants et hallucinait une partie de la réponse sur la localisation des attaques qu'on n'avait pas demandé, le RAG sur graphe a réussi à être beaucoup plus exhaustif sur toutes les victimes puisque chaque attaque avait fait l'objet d'une relation dans l'index de relations. Et l'approche graphe et l'approche documentaire sont complémentaires parce que les documents peuvent apporter plus de nuances, plus d'arguments, plus de contenu là où les relations sont plus brutes et on a donc tout intérêt à fusionner le meilleur de ces deux mondes. Si on a le temps, je peux vous proposer une très rapide démonstration. Si par exemple on demande au LLM de comparer la situation de Sophie Pétronin et de Olivier Dubois, qui étaient 2 otages retenus au Mali. Il faut le temps que la petite API procède à la génération de la réponse, mais on voit que la réponse du LLM informée par les relations du graphe est très structurée. Il commence par une introduction générale, ce sont tous les deux des otages, il compare la date d'enlèvement, mentionne la situation de libération et compare le comportement du gouvernement français par rapport à ces prises d'otages, là où la réponse classique contient un petit peu moins d'informations et est moins bien structurée et n'est pas sur le mode de la comparaison systématique comme l'avait proposé le RAG sur graphe. Merci de votre attention.